Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Amis de Cinérama, bonjour. Eh bien, merci de nous être fidèles. Nous voilà de nouveau de retour pour vous parler des deux films importants de la semaine, ou en tout cas ceux qu'on a jugés tels. Le film de Clint Eastwood qui s'appelle Le 15-17 pour Paris, sur 17 évidemment, et le premier long métrage d'un réalisateur déjà très fêté qui s'appelle Jusqu'à la garde, dont on va vous parler, vous saviez, Le Grand. Ensuite, on vous donnera quelques conseils et on vous parlera des deux films dont on parlera, nous, la semaine prochaine. Et nous, c'est Jacques Maurice et moi. Bonjour Jacques. Bonjour Pierre. Quel plaisir de t'accueillir. Tu le fais rare dans cette émission. Alors voilà. Bah, écoute. Mais la semaine prochaine, je crois savoir aussi que tu... Je risque de revenir. Voilà, absolument. Donc, on commence par le film de Clint Eastwood, très attendu, très caché aussi. Et avant d'en parler, eh ben, je te propose de voir un extrait de la bande-annonce. Gentlemen, there you go. Thank you. Look at the baby soda, Spencer. Alex, shut the heck up. Once you begin to discover who you are, then you really realize how you have been given authority over your life. But you can only do that through the struggle of life. And most people avoid the struggle. Most people go through life avoiding pain. When you're working on a dream, at some point in time, a transition takes place. You start challenging yourself to dig deeper. Something in you that you never activate is lying dormant in there. Don't try and take any shortcuts. We've been chosen for this great work. Alors, ce film qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, puisqu'on n'a pas pu le voir avant qu'on nous le montre. Ce qui était mauvais signe, Ce qui est toujours très mauvais signe quand un film de Clint Eastwood n'est pas montré à la presse, ou alors très très peu. Je crois d'ailleurs que c'est le premier film d'Eastwood en tout cas, qui n'a pas été vu par la presse, ouais. Il me semble. Enfin, une certaine presse l'a vu, celle qui interviewait les trois gars. Bon, alors, tout le monde connaît donc maintenant le fait divers, la bande-annonce nous l'a expliqué. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, moi qui suis plutôt un grand fan d'Eastwood, je dois dire que là, je pense que c'est à peu près le seul film de lui qu'on ne peut pas sauver. C'est-à-dire que il y en a vraiment peu qui sont vraiment, je pense, aussi cata, il n'y a pas d'autre mot que celui-ci. Je dis impossible à sauver parce que justement, il est question, en l'occurrence, de sauvetage. Alors, c'est pas très étonnant en même temps, je pense qu'Eastwood s'attelle à ce sujet parce que il est question d'héroïsme, et cette question de l'héroïsme, qu'est-ce qu'un héros, ça a toujours été une obsession bien sûr. Chez Eastwood. Donc voilà, donc c'est à peu près, c'est logique de le retrouver là, sauf que c'est une très fausse bonne idée, parce que déjà l'action en tant que telle, dans le train, qui pourrait être un peu palpitante, c'est un quart d'heure du film. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas du tout. Il faut que ceux qui nous écoutent et nous regardent comprennent bien que s'ils s'attendent à voir un film d'action sur 1h15 sur Elena, pas du tout. À la différence d'autres films où il y a eu des attentats, parce que je pensais par exemple à Vol 93 de Paul Greengrass, qui était absolument formidable et où il y avait un suspense complètement prenant. Là, c'est pas le cas. Donc là, en fait, il s'intéresse au passé des trois héros américains. Qui sont interprétés par les trois protagonistes réels. Donc, ils s'appellent Anthony Sadler, Alex Karlatos et Spencer Stone. Et d'ailleurs, il y a François Hollande qui joue aussi son propre rôle, en quelque sorte. Tout le monde joue son vrai rôle. Enfin, on reprend une séquence, il reprend une séquence documentaire. Il n'a pas dirigé François Hollande, enfin, je ne crois pas. Mais il aurait peut-être mieux dû diriger aussi ces trois acteurs, parce qu'ils sont pas des comédiens. Non. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais... Ils font ce qu'ils peuvent, voilà. Oui, ils sont pas extraordinaires, mais je pense que le problème majeur du film, c'est qu'en fait, il n'a pas grand-chose à raconter parce qu'il n'a pas suffisamment de matière, parce que l'idée en fait c'est d'essayer de découvrir comment on peut devenir un héros. Alors, l'affiche du film, c'est des gens ordinaires qui peuvent faire des choses extraordinaires, sauf donc qu'ils se replongent dans le passé, donc son enfance de ces trois amis qui se connaissent depuis très longtemps.
et il essaye de décrire un peu leur profil. Voilà. Mais en même temps, c'est des choses qui sont très démonstratives et puis qui sont montrées comme décisives. Or, il n'y a rien de décisif. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a deux dont ils sont élevés par des mères célibataires. And so what, comme si ça forçait, enfin ça pouvait contribuer au fait de devenir un héros. Enfin, l'école catholique insiste en disant, en enlevant une, ce qui est quand même là, rare. Enfin, tu sais, il y a une des mères célibataires qui se voit enlever son fils. Absolument. Parce que vous n'êtes pas tout à fait capable de l'élever. Le Seigneur m'a dit que, et c'est le père qui le récupère. Mais tout ça est vague, pas très bien expliqué. Pas très développé. Il n'y a pas suffisamment de biscuits, si je veux dire, enfin de matière. Forte, quoi. Si ce n'est, mais tout ça est vraiment esquissé un tout petit peu, et puis peut-être que c'est même de la surinterprétation de ma part. Il y a un truc qui pourrait être intéressant, c'est le côté inconscient du héros, c'est-à-dire le côté un peu tête brûlée. C'est le personnage principal, c'est Steve, c'est celui qu'on Steve Jones, je ne sais plus si c'est Jones, enfin bref. C'est vrai qu'il a un côté un peu tête brûlée, un peu... mais même pas tant que ça. Un petit peu... En tout cas, dans les faits, c'est ce qui se passe. Hein, qu'à un moment donné, quand il va vraiment, ce qui s'est réellement passé, qui est assez hallucinant, c'est quand il bondit pour attaquer le terroriste, en fait, il fonce droit devant lui, il n'a pas d'arme, et l'autre a un fusil mitrailleur, il a le temps de viser, et en fait, le fusil s'enraye, quoi. Mais il avait, disons, une chance sur 1 million de survivre à ce coup de génie, en même temps de courage, mais bon... Et alors, le pire, quand même, je ne sais pas si tu seras de mon avis, mais le pire, c'est l'Odyssée des Trois en Europe. Alors, le passage à Venise... Le voyage touristique. Parce qu'on a droit à tout le voyage touristique en Europe avant. Et alors, on voit Berlin trois crétins, quelle que soit l'estime qu'on peut porter à ces trois, entre guillemets, héros, mais bien sûr que... Mais alors avec leurs selfies, quand ils passent leur temps à faire des selfies dans tous les monuments, les réflexions qu'ils font à Venise, à Rome, et en plus à Paris, où on n'est pas très gâté d'ailleurs. Hein. Non, alors oui, ils hésitent à venir à Paris parce que Paris a une très mauvaise réputation et les gens sont très mal polis. Et donc à un moment donné... Alors c'est vrai qu'on a cette réputation-là, cela dit. Mais enfin là, au moins, c'est souligné. Non, enfin voilà. Moi, c'est anecdotique, il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire que... Alors, est-ce que c'est par respect vis-à-vis de ces gars-là, ou il n'a pas essayé de creuser plus? Enfin, finalement, cette idée, comment ils sont devenus héroïques, il n'y a pas suffisamment d'éléments, en fait, pour que ça soit intéressant. D'où ces pages de voyage touristique qui sont complètement ridicules. Et je dois dire, alors je sais que je vais recevoir 50 mails, 50 lettres, et toi, tu vas commencer par m'engueuler, mais je trouve que Clint vieillit un peu ces temps-ci, parce que si je vois la dernière... Bon, moi, j'aime beaucoup Sully, son film précédent, j'aime beaucoup. Mais American Sniper, ouais, bon... Alors moi, j'aimais pas dans l'été divisé, il y avait des gens qui aimaient bien. Je sais, Jersey Boys... Ouais, Une nouvelle chance que je viens de rattraper sur une chaîne télé, pas terrible. Bon, j'avais une tendresse pour J. Edgar, la biographie de J. Edgar Hoover. Oui, mais même Jersey Boys... Hein, au-delà, avec l'équipe française, Cécile de France, c'était pas terrible. Il y avait un segment qui était très bien, mais c'était pas si catastrophique au-delà. Il y avait des séquences qui étaient j'ai jamais dit que c'était catastrophique, mais je trouve que par rapport à ce qu'il a pu tourner il y a 20 ans, il est sur une pente un peu pépère. Et là, c'est un film pépère. Je répète, Sully, je pense que c'est un très très bon film. Et là on ne sait pas pépère. Là, c'est vraiment... parce que parmi tous les films que tu as cités, vraiment le dernier, là, est vraiment... Enfin, il est pas bon du tout. Il n'y a pas un moment, en gros, où on se dit il y a un peu de cinéma, et ça devient intéressant. Donc c'est vraiment... Même les scènes d'action même les scènes d'action ne sont pas très bien faites. Voilà. Bon, oublions, ça peut arriver aux plus grands d'avoir... on oublie Clint Eastwood. Ne m'envoyez pas de lettres et de mails pour dire que je suis un crétin. Jacques Maurice le pense, il n'ose pas le dire, donc c'est déjà fait. Jusqu'à la garde. Alors ça, c'est une petite surprise, et même une grande surprise, on va voir. C'est le premier film de Xavier Legrand. Avant d'en parler, eh bien, je vous propose de voir un extrait de l'interview que Léa Drucker a bien voulu nous accorder. Elle nous explique son personnage, et cette interview, bien sûr, vous pouvez la retrouver en intégralité sur télérama.fr. Myriam ? Oui. Qu'est-ce qui se passe là ? Julien se sent pas bien, je crois qu'il va pas pouvoir venir avec toi. Sors, on va en parler. Il a mal au ventre, je pense que c'est mieux si... Médecin, alors. Mais... Sors pour me donner son adresse. Écoute, je veux pas que ça se passe mal. Aucune raison que ça se passe mal. On applique la décision de la juge, point barre. Antoine, il est vraiment pas bien. Myriam, c'est une femme qui cherche à se reconstruire, qui a vécu des choses très dures, mais qui s'est mise en action. C'est une femme qui est partie
Pendant le tournage, j'ai ressenti profondément cette sensation de perte d'identité de soi, de soi-même, de ne plus savoir vraiment qui on est, qui correspondait donc à ce moment-là, de cette femme-là. Et ça m'est apparu très clairement qu'il y a, au-delà de se remettre de traumatismes physiques qu'on a pu subir, de choses extrêmement douloureuses, extrêmement pénibles, il y a aussi la reconstruction psychologique et il y a un anéantissement de soi. Voilà. Et il fallait partir là-dessus. Alors, ce film, Jacques? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et donc il faut dire, c'est oui, moins surprise qu'il avait quand même fait un court-métrage qui est en rapport direct, parce que celui-ci, donc Jusqu'à la garde, on peut le considérer comme la suite quelques années plus tard, donc de ce court-métrage qui avait été primé par Télérama d'ailleurs. Au Festival de Clermont. Au Festival de Clermont, et qui s'appelait Avant que de tout perdre. Et donc, qui mettait déjà en scène un problème de violence conjugale avec une mère et ses enfants. Avec la même distribution, en tout cas, Léa Drucker, Denis Ménochet. Il y a les ses enfants en termes de distribution qui changent. Donc là, on les retrouve quelques années plus tard. Et donc, le couple divorce et donc se déchire sur la garde du deuxième enfant, qui a 11 ans. Il passe devant le juge. Et puis, en début du film, d'ailleurs, c'est une séquence très, très impressionnante. Chez le juge, oui. Chez le juge, où il y a l'avocat du père et de la mère, donc. Et finalement, donc la mère voudrait avoir la garde uniquement pour elle, et puis la garde est partagée. Et après cette séquence chez le juge, on est voilà, confronté donc à des tensions très vives. C'est plus que ça, d'ailleurs. C'est presque plus que ça. Parce que, enfin, ça commence par des tensions, puis après, par des pressions, des chantages, parce qu'on se rend compte voilà, que le père exerce extrêmement toxique, voire très violent. Mais c'est ce que je voulais, à ton avis, sur est-ce qu'à partir du moment où cette tension qui démarre très très fort avec la scène chez le juge et qui continue pendant à peu près une demi-heure, est-ce qu'à partir du moment où on sombre quasiment dans un film de terreur, oui, c'est ça, oui. Est-ce que justement il ne faiblit pas un peu à ce moment-là? Non, parce que je trouve qu'il est très très bien tenu. Je trouve qu'en fait c'est vraiment un crescendo, c'est un pur crescendo, c'est un pur thriller. Ce qui est étonnant sur un sujet aussi délicat, mais voilà, c'est un film de genre. Et d'ailleurs au début, parce que j'ai parlé de la séquence du juge qui est aussi, elle est si impressionnante, c'est qu'au début on ne sait pas très bien finalement si le père est si dangereux que ça. On est un peu même dans la position du juge qui est tiraillé, qui se dit est-ce que finalement... Et ça me paraît très intéressant. Et donc il y a quand même un moment de flottement qui dure même après la sortie du bureau de la juge, une bonne demi-heure. Et puis après on est dans... Alors j'ai parlé, tu as bien fait de me relever, c'est plus que d'attention, c'est qu'on est dans une violence, alors pas une violence physique, mais une violence psychologique et une torture, et qui monte, et qui est extrêmement bien organisée parce qu'il y a l'enfant qui est pris en otage, voilà, et sur lequel le père exerce une pression. Et non, je trouve que vraiment c'est pas répétitif parce que ça monte, et tu l'as dit, ça devient un film de terreur et qui je trouve assez épuré. Le film est assez court. Il n'y a quasiment pas de séquence en trop, peut-être un moment un tout petit peu, un peu plus mou avec une séquence d'anniversaire qui dure un peu longtemps. Sinon, je trouve ça vraiment percutant et effrayant sur la violence, quoi. Lorsque ça vire au film vraiment d'horreur, je trouve ça peut-être un peu plus faible, mais bon, il a le droit de tenter quelque chose et de ne pas toujours rester dans une sorte d'ellipse. Au moins, il fonce, et après tout, pourquoi pas. Oui, puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que je pense que, donc j'ai parlé, donc voilà, on sait que le monstre, entre guillemets, vient du père, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il lui donne quand même c'est un monstre blessé, si j'ose dire, c'est un loup blessé, il lui donne une dimension humaine. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile, c'est très ingrat. Parce que Léa Drucker, bon, oui, voilà. elle est très bien. Alors tous les acteurs sont absolument formidable. C'est-à-dire que Léa Drucker, elle est très forte en femme un peu pétrifiée, comme qui se cuirasse. Et Ménochet... Parce que c'est vraiment le sale rôle. C'est le sale rôle, et il y a une séquence très belle, d'ailleurs, je trouve, belle dans la tension, chez le père de Ménochet, justement, où on comprend aussi que lui-même a été sans doute peut-être humilié par son propre père. Enfin, mais tout ça est quand même très très finement dit. Et donc on a parlé de Ménochet qui est très bien et Drucker, et il faut aussi dire que Thomas Gioria, le jeune gamin de 11 ans, il est vraiment étonnant. Voilà, donc vous avez compris que c'est un film que Télérama soutient. Vous allez avoir très peur.
mais c'est dans le bon sens du terme. Alors, on passe au conseil. Jacques, tu voudrais conseiller un autre film qui sort cette semaine? Absolument, Human Flow. Alors, Dai Weiwei, qui est la star un peu de l'art contemporain, star dissidente chinoise de l'art contemporain, qui maintenant d'ailleurs je crois vit à Berlin, et qui a donc parcouru, je crois, près de 23 pays dans le monde pour filmer le sort tragique des migrants. Donc, il en a ramené, je crois, 1000 heures de rush. Enfin, c'est un travail absolument colossal. Il y a un côté maître d'œuvre, parce que je pense qu'il s'est fait aider aussi je crois qu'il y a eu au moins 20 opérateurs de par le monde qui l'ont accompagné. Et donc, il suit des gens voilà, qui marchent sur les routes, des cortèges sans fin de migrants, des gens qui croupissent aux frontières, des gens qui sont sur l'océan et qui sont évacués de justesse. Toutes ces images qu'on a déjà un peu vues finalement à la télévision, mais qui là sont regardées d'abord avec vraiment un regard, alors j'allais dire, pas de cinéaste, parce qu'en même temps lui-même il dit qu'il n'est pas sûr d'avoir fait du cinéma, que c'est vraiment un artiste. C'est à la fois affolant, dans les durées, dans la façon dont... Et en même temps, c'est beau parce qu'il y a quelque chose un humanisme assez évident et en même temps extrêmement travaillé dans l'image, avec des régions qui sont filmées, enfin, avec un côté post-apocalyptique qui est très, très impressionnant. Alors, des fois, il y a des petites choses qui sont un peu plus gênantes, même si elles se justifient, parce que Ai Weiwei participe, se met devant l'image, parle un peu avec certains migrants, voilà, parce que donc pour un peu appuyer le geste compassionnel. Mais l'ensemble est poignant. Mais l'ensemble est vraiment impressionnant, oui, et poignant, y compris dans sa durée, parce que le film est assez long, mais on sent pas tant que ça le temps passer, parce qu'il y a aussi beaucoup de cas de figure très différents et de situations très différentes, et même des degrés j'allais dire, dans le côté injuste et dans le sort qui sont faits assez réfugiés d'ailleurs, devrait-on dire, presque plus que de migrants. Et donc ça s'appelle Human Flow. Bon. Alors on change de genre. Moi j'ai choisi de vous parler d'une réédition le premier long métrage de Billy Wilder, 1942, qui s'appelait Uniforme et jupon court. Alors c'est une histoire démente. Je me demande pas, je suis presque sûr qu'on ne pourrait pas la tourner ni aux États-Unis actuellement, et aujourd'hui, ni en France, enfin en Europe. Puisque c'est quand même l'histoire d'une Ginger Rogers, qui est tout à fait adulte, mais pour bénéficier d'une place de demi-tarif dans un train, elle est obligée de se déguiser en petite fille, enfin en adolescente plus exactement, ce qu'elle fait très bien, c'est tout à fait vraisemblable, donc de 14-15 ans, et elle partage le compartiment avec un militaire un peu à la Clint Eastwood, enfin je veux dire, tout plein d'honneur, de courage, et qui brusquement au cours de ce périple se sent inexplicablement attiré par cette adolescente, et il ne comprend pas exactement pourquoi, d'où des tourments, et évidemment, Billy Wilder en profite avec des dialogues. Le militaire, c'est Ray Milland, j'ai oublié de le dire. Et ça fait une comédie à la fois désopilante, jamais vulgaire ni grossière, mais constamment ambiguë. Et c'est vraiment, vraiment un plaisir que de voir et de découvrir, ou de revoir cette première comédie de Billy Wilder qui en fera bien d'autres et encore plus réussies, si j'ose dire. Alors, on retombe un petit peu dans le sérieux, quoique, oui, avec une rétrospective Chantal Akerman. Absolument, jusqu'au 2 mars. Alors on retombe dans le sérieux, oui et non, parce que nous a quitté, cinéaste que j'ai toujours beaucoup aimé. Jeanne Dielman. Oui, voilà, entre autres, Je tue, il, elle, que j'aime beaucoup, Les rendez-vous d'Anna. Ah, magnifique, Les rendez-vous d'Anna. Voilà, et donc une cinéaste un peu, qu'on peut dire un peu post-Nouvelle Vague, qui est partie de ce courant, un peu, qui a émergé au moment au moment de Garel, Eustache, mais même avant. Ce qui me plaît chez elle, c'est que c'est vraiment ce qu'on peut appeler vraiment le cinéma à la première personne. Alors maintenant, on parle d'autofiction un peu partout, à travers, mais elle, c'est vraiment une pionnière en la matière. C'est vraiment quelqu'un qui fait du cinéma à la première personne et qui faisait des films un peu comme on envoie des lettres. Et il y a notamment un film que je trouve très très beau, qui est News from Home, qui est donc un film qu'elle a fait à New York, début des années 70, où elle filme admirablement la ville de New York, le métro, les rues, en hiver,
avec une sorte de mélopée constante en voix off, qui sont les lettres que sa mère lui envoie de Belgique, sa mère inquiète. Alors, il y a beaucoup dans le cinéma de Sonia Ackerman qui parle beaucoup du rapport compliqué, un peu pesant, mais aussi rassurant avec la mère, avec aussi des choses très graves qui sont liées à la diaspora juive, à la Shoah et tout ça. Mais il y a aussi, alors c'est pour ça que c'est intéressant, il y a une part burlesque aussi beaucoup chez... peut-être pas aux éclats, mais non, on peut rire de choses au bord de la folie, des choses. Il y a une fantaisie, et ça s'est confirmé dans les films qu'elle a des tentatives plus ou moins réussies, mais même Golden Eighties, elle a fait une comédie musicale, et puis il y a des petits courts-métrages qui sont très très drôles. J'ai faim, j'ai froid, par exemple. Très bien. Voilà, Et tu voulais aussi parler donc d'un alors, du coup, je voulais parler d'un petit livre qui est très très bien de Jérôme Mosilovic, voilà, que je montre. Voilà. Qui s'appelle Dieu se reposa mais pas nous, et qui est un peu, je trouve intéressant, parce qu'il est un peu comme ça, un rapport un peu mimétique, un peu comme ça, semblable avec Chantal Ackerman. C'est comme une balade un peu, donc c'est des fragments, et il y a des choses, il y a des passages très très beaux sur le son chez Ackerman, et sur le rapport à la voix, même à la féminité. Il y a des choses très belles, par exemple, sur les talons, sur la façon dont les femmes marchent dans le cinéma d'Ackerman. Voilà, donc c'est vraiment un petit livre à lire. Et alors, je vais finir, moi, par un choix d'une rareté à la télévision, le cinéma de minuit, donc toujours Patrick Brion qui continue à nous faire découvrir le cinéma. De plus en plus, c'est le dernier bastion. C'est le dernier bastion. De plus en plus tard, hélas, puisque c'est diffusé, attention, à 0h55, dimanche prochain. Et c'est un film très peu connu de Robert Parrish, qui est un cinéaste lui-même pas très connu, qui s'appelle À la française, où il y a Gene Seberg. Et c'est vraiment une comédie douce amère. C'est l'histoire d'une Américaine qui débarque à Paris, qui trouve l'amour, et puis elle va être partagée entre faire sa vie à Paris et choisir une éducation européenne, en quelque sorte, ou bien revenir en Amérique et suivre la voie familiale que le père, venu en France, la force pratiquement à faire. C'est très léger. Il y a une scène, moi je me souviens, où par exemple, elle embrasse son jeune amant, qui est tout étonné qu'elle soit aussi tendre comme ça au matin, et il dit « Mais pourquoi tu m'as embrassé ?» Elle dit « Oh, sans doute parce que c'est dimanche. » Voilà. Et voilà, c'est très léger. Et si on aime ce type de réplique, on passe vraiment... Et si on aime Gene Seberg, c'est... Avec Gene Seberg, en plus, ce qui ne gâte rien. Donc, cinéma de minuit, Patrick Brion, 0h55, F3. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Alors, la semaine prochaine, avec Jacques Maurice et quelqu'un d'autre, sera-ce moi, sera-ce Samuel Douer, on ne sait pas encore, mais on vous parlera de deux films formidable et peut-être contesté. L'un, c'est l'apparition de Xavier Giannoli, et l'autre, c'est Phantom Thread, le nouveau film de Paul Thomas Anderson, et le dernier film, semble-t-il, de l'immense comédien qui est Daniel Day-Lewis. Merci de nous avoir regardés. À la semaine prochaine. Merci Jacques, pardon. Merci Pierre. Merci Jacques. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.